Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Renault Occasion, c'est aussi des véhicules utilitaires de moins de 8 ans et garantis jusqu'à 36 mois. Renault Occasion vous présente les experts. Et ils sont là, vos experts, à 7h moins le quart sur Europe 1. On commence avec vous, François Clémenceau, rédacteur en chef du service international au JDD. Le chef du gouvernement espagnol a fixé, on le sait, un ultimatum aux indépendantistes de Catalogne. Il s'achève aujourd'hui à 10h. Si les Catalans cèdent, il aura gagné son pari de la fermeté. Sinon, ce sera évidemment pour lui l'heure de vérité. Et oui, il n'a que 62 ans, mais par 2 fois déjà, Mariano Rajoy a failli mourir. Non pas politiquement, mais dans des accidents. Une première fois à 24 ans, lorsque sa voiture est tombée dans un précipice. Il a remonté le ravin tout seul, en sang. La deuxième fois, en 2005, c'est en hélicoptère au décollage. Il s'en sort avec des égratignures. Alors aujourd'hui, si les indépendantistes maintiennent le bras de fer, il ne pourra plus reculer. Il sera obligé de trancher dans le vif. Il déteste le faire. Il l'a fait au moment de la crise économique, en menant à bien le sauvetage de l'économie qui a laissé des millions d'Espagnols sur le carreau. On dit que ce grand Galicien, timide, coincé, n'aime pas se retrouver le dos au mur, qu'il préfère, comme Nadal, renvoyer la balle jusqu'à ce que l'adversaire fasse une erreur. Avec les indépendantistes, on en est, c'est clair, au tie-break. Il va falloir que Rajoy montre s'il a la trempe des grands leaders. Mais est-ce qu'on sait, François, au moins ce qu'il veut ? Alors c'est un leader qui est toujours capable d'aller au compromis lorsque l'essentiel est en jeu. Il l'a montré dans la crise économique, dans le dialogue avec les Européens, et en acceptant dans cette crise politique la proposition la semaine dernière du Parti socialiste de s'engager à réformer la Constitution pour donner plus de droits et d'autonomie à toutes les régions d'Espagne, pas seulement à la Catalogne. Mais en attendant, c'est un juriste, il a le droit dans le sang, et s'il faut déclencher l'article 155 qui prévoit de reprendre la tutelle de la Catalogne, il le fera, en respectant le calendrier légal qui est assez long, le temps éventuellement de voir les indépendantistes faire marche arrière, et la tentation sera forte de vouloir humilier Carles Puigdemont qui est devenu l'otage de son aile radicale. D'autant plus que les durs au sein du Parti populaire de droite veulent renforcer le clou de la souveraineté. Si Rajoy veut sortir de la crise par le haut, il va donc falloir qu'il se montre habile et peut-être magnanime. Sinon, ce sera la catastrophe pour tout le monde et pour lui aussi. Il pourrait se retrouver en minorité à cause de la défection du Parti nationaliste basque au Parlement de Madrid, obligé donc de convoquer des élections qu'il pourrait perdre, alors que les socialistes, les centristes, sans oublier Podemos, n'attendent qu'une seule chose, attendre leur tour et la revanche. Réponse à 10h ce matin. Allez, maintenant l'économie. Avec vous, Emmanuel Dutheil, ce sont les 30 ans du krach boursier 1987. C'est ce que l'on appelle le fameux lundi noir, l'une des pires journées de l'histoire de la bourse. Oui, j'ai eu en ligne hier plusieurs personnes qui ont vécu cette journée à Wall Street et tous se souviennent de ce sentiment de vertige. C'était tout simplement de la folie, m'a dit l'un d'eux, une chute de plus de 22% en une séance. C'est encore aujourd'hui la plus forte chute de l'histoire de la bourse américaine. Comme le racontait quelques heures après la clôture Jean-Pierre Joulin, c'était notre correspondant de l'époque aux États-Unis. On a assisté à une véritable débâcle de Wall Street. En une seule séance, le baromètre de la bourse new-yorkaise, le fameux Dow Jones, a perdu 500 points, soit une chute en quelques heures de 22%. Le volume des transactions a dépassé tous les précédents records. Il était tel que les ordinateurs n'arrivaient plus à digérer les opérations. Alors à Paris, ça avait tangué aussi, mais par chance, les Américains avaient annoncé des mesures avant l'ouverture chez nous. L'indice s'était effondré de près de 10%. Alors la raison de cette chute à l'époque, les marchés américains avaient beaucoup monté les mois précédents, il y avait beaucoup de dettes, une forte remontée des taux d'intérêt. Puis ajoutons, les tout débuts de l'informatique sur les marchés, vous l'avez entendu dans cette archive, les ordinateurs n'étaient tout simplement pas préparés également à de tels mouvements. Alors ce qui est étonnant, Emmanuel, c'est que cet anniversaire arrive précisément à un moment où les marchés américains sont à des plus haut historique. Oui, hier, on a passé un nouveau plus haut en clôture de l'histoire. On est au-dessus des 23 000 points. Alors, j'ai bien conscience que dit comme ça ne vous dit strictement rien. Je vais quand même vous raconter ma vie, puisque j'ai couvert les marchés américains aux États-Unis. Et quand j'en suis parti en 2012, on était au-dessus des 13 000 points. Donc, on est à 23 000 points. En 5 ans, l'indice a progressé de plus de 70%. Ça s'explique par une reprise de la croissance mondiale et américaine, par une confiance dans les entreprises américaines. Ça a été accéléré ces derniers mois par l'espoir d'une politique très pro
micro-entreprises avec l'arrivée de Donald Trump à Paris. Le CAC 40 a aussi repris un petit peu de couleur, mais on est bien loin des records. Bon, est-ce que ça va continuer, Emmanuel ? Alors, est-ce que vous connaissez, Raphaël, l'adage boursier, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Donc, bien évidemment qu'il va y avoir une correction à un moment, donc une baisse. La hausse actuelle est tellement impressionnante qu'elle en est obligatoirement inquiétante. Un spécialiste me disait justement hier, les investisseurs ont eu bien du courage, certains diraient de l'inconscience, de passer ce cap historique juste à la veille d'un événement qui en a ruiné beaucoup. Le secrétaire au Trésor américain, autrement dit le ministre de l'économie du coin, l'a dit très clairement, si la réforme fiscale ne passe pas, un krach est aujourd'hui tout à fait possible. Mais est-ce que l'histoire se répète en matière économique ? Malheureusement, quand on regarde les cycles boursiers, ça se répète toujours. Il y a toujours régulièrement des mouvements de correction qui sont plus ou moins importants. Et un krach chinois avant le krach américain ? Alors ça, c'est la grande question de savoir si la bourse chinoise... Mais la bourse chinoise étant quand même un petit peu plus tenue, puisque beaucoup plus réglementée, et il y a beaucoup moins de valeurs comme ce qui peut exister aux US. Mais c'est effectivement l'une des grosses inquiétudes. On allume la télé, un Eva peu de légèreté, oui. Allez, duo masculin ce soir sur C8. Moi sérieux, je vais plutôt. Un film garanti 100% bonne humeur. Exactement, Raphaël. Ben Stiller et Robert De Niro. Alors pour une histoire qui est simplissime, Greg est infirmier à Chicago, il souhaite épouser Pam, elle est institutrice. Mais avant, il faut obtenir l'accord de Beau Papa, extrait de la bande-annonce. Ce week-end... Salut chérie. Ça va ? Greg Furniquet. Arrête, détends-toi, il va t'adorer, je te le promets. Papa ! Fait la connaissance des parents de sa fiancée. Bonjour Greg, je suis le père de Pam, Jack Burns. Oui, heureux de vous connaître, monsieur. Oui, moi aussi. Et moi, c'est Dina. Bienvenue à Osnabrück. Alors apparemment, le week-end a l'air de bien commencer, mais le beau-père est un presque retraité de la CIA et le monsieur n'est pas facile. Greg, alias Ben Stiller, veut absolument se rendre sympathique. Alors il va multiplier les efforts, presque trop, souvent trop, ça tombe toujours à côté. Beau-papa, par exemple, adore les chats. Greg les déteste, même la guigne, le matou de la famille. Je crois que Greg ne jouera pas avec toi, la guigne, il a horreur des chats. J'aurais aimé que tu dises pas à tes parents que j'ai horreur des chats. Mais tu as horreur des chats. Vous voulez que je vous dise ? J'ai déjà trait un chat. J'ignorais qu'on pouvait traire un chat. Oh si, on peut traire tout ce qui a des mamelons. J'en ai moi des mamelons. Vous pourriez me traire ? Voilà, alors pour la petite histoire d'ailleurs, sachez qu'il a fallu pas moins de 3 chats pour incarner l'animal de compagnie de Robert De Niro. Non mais parce qu'il fallait lui faire plein de choses et ils ont eu besoin de 3 matous pour ça. Le film date... C'était vraiment la guigne. C'est ça, c'était vraiment la guigne, exactement. Le film date déjà d'il y a 17 ans, mais franchement il n'a pas pris une ride. Alors on passe évidemment sur le stylisme, la déco et les coiffures, mais pour le reste ça fonctionne toujours aussi bien grâce au dialogue, grâce aux gags très visuels. Le réalisateur Jay Roche avait signé une autre comédie plus potache mais tout aussi réussie qui s'appelait Austin Power. Mon beau-père et moi, mais c'est surtout l'histoire d'un duo avec Robert De Niro rarement aussi cabot et Ben Stiller toujours aussi dingo. C'est drôle, c'est loufoque. Le film a connu 2 suites, Mon beau-père, mes parents et moi, et Mon beau-père et nous. Moi j'avais adoré les 2 premiers volets. Ce soir le premier épisode sera votre remède anti-blues. C'est sur C8 à 21h. Europe 1.